Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'architecture où nous allons parler d'un autre patron d'architecture avec d'autres vidéos que j'ai pu faire sur cette playlist. Et ici, il s'agit de MVVM pour modèle, vue et vue modèle. C'est un patron d'architecture qui vient à la base d'un employé de Microsoft qui est John Gossman, hein. C'est lui qui aurait mis au point donc ce patron d'architecture avec notamment l'arrivée. Alors pour ceux qui parmi vous ont peut-être fait du développement en WPF, ça vous parle peut-être, notamment en C#, et tout ce qui est lié en fait avec du développement d'applications qui serait basé sur XAML, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire, on ne va plus écrire en fait du code directement, mais on va passer par en fait des outils comme XAML, ça pourrait être du XML ou n'importe quoi d'autre, pour réaliser en fait le design de l'interface. Et ensuite, il y a toute une d'autres parties, d'autres composants de l'application qui eux sont pour le coup du code. Et ça permet cette séparation finalement entre les développeurs qui vont se charger vraiment du code derrière l'application et un designer qui lui va être chargé de l'interface graphique. Mais sans forcément parler de ça, ce qui est le plus important surtout, c'est les différents composants qu'on va retrouver et bien sûr les différentes interactions qu'ils vont avoir. En ce qui concerne ces fameux composants dont je vous parlais, eh bien nous retrouvons ces trois-là, c'est d'où le nom en fait du patron, MVVM. On a le modèle, on a la vue et on a vue modèle qui sont assez particuliers. Si je devais faire un petit, on va dire une petite présentation rapide en tout cas de ces trois composants, eh bien la vue, elle va être responsable finalement de tout ce qui est lié à l'interface utilisateur. D'accord, c'est l'interface graphique, c'est là où l'utilisateur pourra interagir via ce qu'on peut appeler des widgets ou des composants d'interface, des boutons, des champs de saisie, des tableaux, des menus, peu importe, et il pourra exécuter des actions qui vont déclencher des événements. Et à partir de là, évidemment, les événements vont pouvoir être traités en fonction bien sûr de l'action qui a été produite. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Alors une interface d'ailleurs, c'est pas forcément une interface graphique d'application avec des boutons, etc. Ça peut être un site web, d'accord. Si vous êtes sur un site web, eh bien la partie visuelle du site web fait partie également d'une interface. Et ce patron d'architecture pourrait très bien être utilisé sur une application web. Il n'y a vraiment aucun problème. On n'est pas obligé d'être sur une application de bureau. On peut tout à fait être sur une application web. On a également ensuite le modèle. Le modèle, c'est lui en fait qui va concerner tout ce qui en fait est rattaché aux données. D'accord. C'est même lui éventuellement qui va pouvoir donc communiquer avec une base de données ou si on veut travailler directement avec des fichiers, une API, peu importe. Et on va retrouver vraiment tout ce qui est propre aux données dans le modèle. Donc ça c'est très pratique aussi et c'est surtout important quand on va vouloir après par la suite effectuer des tests, puisque le fait d'avoir cette séparation là va rendre les tests beaucoup plus pratiques et beaucoup plus faciles également. Et enfin, et vous l'avez vu un petit peu ici, nous avons le vue modèle qui fait un peu, alors, le vue modèle, moi je ferais plutôt comme ça parce que ça termine par modèle, la vue modèle, je ne sais pas exactement quel est le bon déterminant, mais on va dire le vue modèle, qui fait la liaison entre les deux, d'accord. C'est vraiment lui qui fait le lien. Il va fournir toutes les données à la vue, il va permettre en fait de gérer bien sûr toutes les interactions avec l'utilisateur, ça va de soi. Il va exposer des propriétés et surtout des commandes à la vue, qu'on va pouvoir ensuite lier et utiliser pour afficher les données et surtout répondre aux différentes actions qu'on a faites. Donc ça, de toute façon, je vais rentrer un petit peu dans le détail après quand on va expliquer les liens entre tout ça. Et ce qui est important également avec le vue modèle, c'est tout ce qui est conversion. C'est-à-dire par moment, on va avoir, si vous voulez, un certain type de données qu'on va avoir au niveau du modèle, propre au langage que vous allez utiliser, par exemple Java. Et je vais vous allez voir pourquoi je cite Java, puisque nous verrons sur la chaîne justement une mise en application de ce patron d'architecture. Et ensuite, on va avoir des données qui vont être propres à la vue et qui sont parfois une bibliothèque, un framework, peu importe. Et il faut pouvoir créer en fait une compatibilité entre les types de données. Et généralement, le vue modèle va faire la conversion, ce qui permettra, par exemple, une chaîne dans le langage, peut-être une chaîne en fait au niveau de l'interface graphique et inversement. Donc toutes les conversions pourront, et la validation également des données, puisque ça c'est quand même assez lié, se passeront ici. Voilà. Donc là, petit schéma un petit peu complété pour résumer un peu ce que je viens de dire. Voilà. La vue, l'interface utilisateur, le modèle, ce sont les données en fait, et la vue modèle, c'est tout ce qui fait la liaison entre les deux. On va aller un peu plus loin, finalement, sur davantage de détails sur l'ensemble pour voir un peu comment tout cela se passe. On comprend bien qu'on a l'utilisateur, c'est vous, d'accord, ça n'y a pas de problème, vous allez interagir effectivement avec la vue, qui est l'interface, encore une fois, une page web, l'interface graphique d'un logiciel, peu importe, quelque chose en fait qui donne un visuel avec lequel vous allez pouvoir interagir, et ensuite on va pouvoir effectuer des actions en fonction de ce qui va être fait, d'accord. Donc on va vraiment avoir toutes ces choses-là. Si je vous montre rapidement un petit peu le schéma, ce qu'on va voir un petit peu, vous voyez, alors, encore une fois, on aurait pu le schématiser autrement. Il n'y a pas forcément un schéma qui est absolument exhaustif ou qui est le plus complet parce que tout dépend de comment on veut se représenter les choses pour ce patron et comment on pourrait faire ce schéma. Moi, je trouvais que j'ai fait ce schéma parce que je trouvais que ça résumait assez bien quand même
l'ensemble, on va dire le patron dans son ensemble, mais on aurait pu enlever certaines choses, en mettre d'autres à la place, changer certaines dispositions. Bref, on pourrait modifier quand même quelques petites choses parce qu'il y a des règles qui sont pas non plus absolument, on va dire, qui sont pas absolues. Mais ce qui est important quand même, c'est voilà, ces deux composants et le vue modèle qui fait la liaison finalement entre les deux. Donc il faut surtout en fait bien retenir ça. Alors la vue, d'accord, elle va utiliser en fait la liaison de données pour se lier aux propriétés du modèle. C'est ce que je vous ai dit, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des données ici, des propriétés qui vont être exposées par vue modèle, des propriétés propres ici aux données qu'on a finalement, et la vue va se lier à ça. C'est pour ça qu'elle a un lien directement avec le vue modèle. Elle va se lier aux propriétés du modèle. Elle va pouvoir également utiliser des liaisons de commandes. C'est pour ça que là je vous ai mis, vous voyez, une interaction avec des données et des commandes. Donc il y a liaison de données et également liaison de commandes pour exécuter des actions qui sont définies. Donc toujours pareil, qui sont définies dans le vue modèle. Donc si vous deviez développer ces actions-là, elles seront écrites, c'est du code dans ce composant-là. Voilà, donc évidemment c'est lorsqu'un événement est produit, donc une action de l'utilisateur, un événement est déclenché et automatiquement on peut exécuter une action ici du vue modèle. Donc encore une fois, la vue n'est finalement qu'un visuel. Après les choses vont se passer là et c'est là que ça va être géré. Et s'il y a besoin de communiquer avec des données, c'est le vue modèle qui va se charger de tout ça. Justement, si on parle de cette relation entre le vue modèle et le modèle, d'accord, le vue modèle, bon, il utilise la vue pour accéder aux données, parce qu'il a besoin de savoir un petit peu ce dont il a besoin, et en fait tout ce qui règle le métier de l'application, donc tout ce qui compose en fait l'application, il va pouvoir éventuellement voir s'il y a des données à mettre à jour. Ce ne sera pas forcément le cas, mais s'il y a besoin de mettre à jour ces données, ce sera fait, d'accord. Donc il va appeler tous les services et les méthodes pour pouvoir éventuellement lire des informations, les manipuler, les enregistrer, donc les mettre à jour, ce genre de choses. Donc tout se passera bien évidemment en dernier mot, on va dire, en dernier lieu, au niveau du modèle. C'est lui qui va être mis à jour, ce sera le modèle. Donc les informations qu'il contient, les données qu'il contient, et pourquoi pas le mettre à jour dans un espace, on va dire, externe, une base de données, un fichier, au niveau d'une API, etc. Ça pourra se passer également là. Pas obligatoire, mais ça peut communiquer éventuellement avec des services tiers. Une fois que le modèle donc, a fait cela, il va notifier le vue modèle effectivement des changements qui ont été apportés du fait que voilà, la tâche est terminée, qu'il n'y a pas de problème. Et bien sûr, le vue modèle à son tour va pouvoir notifier la vue, donc en fait va permettre la mise à jour. En notifiant, la vue va pouvoir être mise à jour pour correspondre finalement à l'état dans lequel elle doit être suite à l'action de l'utilisateur. Alors peut-être que visuellement vous ne verrez pas de changement, hein. On peut très bien cliquer sur quelque chose et puis on ne voit pas de changement parce qu'il y a juste une action où il ne se passe rien, où il n'y a rien eu à récupérer ou à mettre à jour. Mais je sais pas, je dis quelque chose de simple. Vous cliquez sur un bouton de soumission, par exemple de données, vous voulez ajouter des données à un tableau, évidemment, si vous appuyez sur le bouton pour ajouter ces données, là, logiquement, il devrait se passer donc toute une action ici au niveau du modèle. Il devrait donc ajouter à une liste ou voilà à une collection les données que vous avez inscrites, que vous avez saisies, et ensuite ça va notifier, et là le fameux tableau qui était peut-être affiché ou la liste qui était affichée sera mise à jour et vous verrez dans cette liste le nouvel enregistrement que vous aviez saisi précédemment. Donc on aura bien un changement au niveau de la vue qui aura été effectué, ça c'est important. Comme je vous le disais, on va de toute façon terminer assez vite avec ça, parce que voilà, y a pas, là c'est que de la théorie, après il faudra voir ça en pratique, et on verra de toute façon ça en pratique sur la chaîne. Le vue modèle il va contenir donc des convertisseurs de données pour gérer, comme je vous disais, un format approprié avec la vue. Encore une fois, parce que vous pourriez faire ça dans plein de langages différents, et il faut que les données que vous manipulez, en tout cas ici au niveau du modèle, d'accord, ensuite soient compatibles, permettent en fait d'afficher quelque chose, de gérer quelque chose au niveau de l'interface graphique. Et généralement, un type ici n'est pas égal à un type là. Donc il y a des conversions parfois à faire, et c'est au niveau du vue modèle qu'on va se charger de tout ça. Et enfin, si je peux terminer un petit peu, je l'avais parlé aussi du fait qu'on exposait les propriétés. Donc ce sont les propriétés qui représentent évidemment les données du modèle, hein, pour ceux qui n'avaient pas forcément compris. Et on rend bien sûr tout ça accessible via la vue. Voilà. Donc là, l'intérêt évidemment, c'est que la vue n'est pas un accès direct au modèle, surtout pas. C'est pas elle de modifier ici. C'est simplement qu'on va avoir les données d'une part, l'affichage qu'on veut en tout cas de ces données d'une autre part, et ce qui permet de faire la liaison, de gérer un petit peu les traitements, de faire des conversions pour que tout fonctionne bien comme il faut. Donc gérer les liaisons de données, les liaisons de commandes, va se passer ici. Donc on a vraiment cet intermédiaire qui fonctionne et qui a son importance par rapport à ça. C'est en tout cas ce qu'il fallait retenir là-dessus. Un petit cas d'usage pour finir en tout cas cette partie, sur une interface graphique très simple, voilà. C'est un petit peu plus ou moins ce que je vous ai dit à l'oral, mais bon, là vous avez un exemple écrit un peu plus détaillé. On saisit des données et on clique sur un bouton d'ajout. Il y a un événement qui est donc capturé par la vue, qui invoque la commande associée dans le vue modèle. Okay.
on récupère ces valeurs saisies donc dans le vue modèle depuis les propriétés qui correspondent. Si par exemple il y avait un champ prénom, ce serait récupéré par rapport à cette propriété de nom. Et par la suite, le vue modèle a accès au modèle, fait donc ajouter les données à la liste des données existantes. Donc ça, c'est au niveau du modèle que c'est géré, bien évidemment. Il est donc mis à jour. Et à ce moment-là, le modèle notifie le vue modèle qui, à son tour, notifie la vue. La vue, bien sûr, reçoit la notification et met à jour donc l'interface utilisateur. Voilà comment que ça se passe. Quelques dérivés, parce que j'avais fait ça sur une autre vidéo sur un autre patron d'architecture, donc notamment une vidéo sur MVC, donc ça elle est déjà au moment où je parle, cette vidéo a déjà été faite sur modèle vue contrôleur, donc vous pouvez vous renseigner, c'est sur la même playlist architecture, on en verra peut-être d'autres mais je vous en avais cité ici, et vous avez même indiqué en remarque qu'il peut y avoir des fois des combinaisons un petit peu de tout ça, puisque finalement bon, on est assez libre. En résumé, et pour terminer, finalement si on doit faire un point, on va dire un point de conclusion là-dessus, ça permet effectivement, donc ce patron d'architecture, pas de conception, permet la séparation des responsabilités. Comme je vous l'ai dit, on va avoir vraiment une partie propre à l'interface utilisateur, une partie propre aux données, et une partie propre finalement à la liaison entre les deux. Et ce qui était très important, c'est que si par exemple on a une application qui est bien sûr développée par un groupe de développeurs, par un groupe de personnes, on va pouvoir très facilement séparer. Les gens qui vont s'occuper de l'interface graphique ne seront plus nécessairement, alors ça dépend bien sûr du langage et des technologies utilisées, mais ne seront plus nécessairement des développeurs. Ils seront des designers qui vont utiliser un langage de présentation pour mettre en forme l'interface graphique, tout simplement. Et ensuite, ils ne feront qu'en fait accéder aux propriétés qui auront été fournies par un autre composant. Et eux, les développeurs, vont effectivement développer ces actions-là, faire les tests. Et au niveau des données, vont s'occuper de tout ce qui peut être communication avec une API, une base de données, ouverture d'un fichier, gestion d'un fichier, tout ce genre de choses. Mais on va vraiment avoir une séparation des responsabilités, aussi bien au niveau du code qu'au niveau des personnes qui développent et qui écrivent ce code. Et c'est ça que c'est intéressant. Bien sûr, mais ça, j'aurais pu le dire pour n'importe quel patron d'architecture, finalement, c'est un peu le but, c'est de réorganiser un petit peu les choses, c'est pour avoir une meilleure réutilisation du code. C'est bien sûr tout l'intérêt de ne pas avoir toujours à tout réécrire à chaque fois, et on va pouvoir comme ça réutiliser certains composants ailleurs, et ça permet comme ça de réutiliser du code existant et de ne pas forcément toujours tout réécrire de zéro. Et en dernier point, c'est la facilité qui est gagnée en tout cas concernant les tests, puisque le fait en fait de ne pas avoir tout ce qui est propre à l'interface graphique et bien lié au code en lui-même, déjà fait que vous pourriez très bien développer plusieurs types d'interfaces différents, c'est-à-dire, je vais revenir un petit peu en avant, ici au niveau de votre vue, vous pourrez utiliser tout un tas de technologies différentes, ça ne va pas changer, d'accord? Vous avez en fait la partie, on va dire, interne, la structure interne de votre application, et à tout moment, vous pouvez donc lier une vue faite par une bibliothèque A, faite avec un framework B, peu importe, et ça fonctionnera avec tout ce que vous avez ici. Donc ça, c'est tout l'intérêt, c'est qu'encore une fois, on sépare bien les choses. Là, on est sur du visuel, on est sur de l'interface, ça n'a donc ça ne doit pas avoir de liaison directe ou de dépendance directe avec, par exemple, comment les données sont enregistrées ou mises à jour. Okay, c'est vraiment bien séparé. Donc ça, très important. Encore une fois, c'est pas le seul patron d'architecture qui a cet avantage-là. C'est souvent l'avantage qu'on retrouve partout de bien séparer les choses et donc d'avoir des composants les plus isolés possibles avec le moins de dépendance possible également. Donc un couplage faible. Et forcément, ça facilite les tests aussi. Puisque là où on se retrouve avec du code, on a la partie interface graphique qui, elle, finalement est de la présentation. Donc c'est pas du code de programmation la plupart du temps. Et on va dire surtout sur les outils modernes. Et pour le reste, comme c'est du code, on a des fonctions, des méthodes, des classes. On peut réaliser nos tests comme on le sait le faire en tant que développeur. Et il n'y a pas de problème, ça permet comme ça évidemment de partir à la chasse aux bugs. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'était de toute façon la dernière diapo. J'espère que ça aura été suffisamment clair pour ceux, encore une fois, qui se posaient la question. Alors autant sur la vidéo sur MVC, je vous avais mis en description de la vidéo une petite archive avec quelques exemples. De toute façon, on sera amené à voir un cas pratique du patron MVC avec certaines playlists, qui, notamment pour certains outils qui de toute façon le mettent en œuvre et quelque part nous l'imposent. Et au niveau ici de ce framework, de ce patron d'architecture, MVVM, qu'on voit ici, modèle vue modèle, vous aurez un cas vraiment pratique pour le coup, puisque nous utilisons ce patron d'architecture, nous le mettrons en application sur le cours JavaFX. Voilà. Donc plutôt que de faire juste un cours JavaFX où on étudie toute la bibliothèque, tout l'ensemble des API, etc., en plus de ça, vous aurez un moyen de mettre en application ça. Donc vous l'avez peut-être remarqué, je fais une petite parenthèse, je ne faisais pas forcément de mise en application de patron d'architecture, de patron de conception propre à un langage, puisque j'estime qu'en fait vous êtes sur un cours pour apprendre un langage, et que finalement tout ce qui est propre à la réécriture de code, au patron d'architecture, au patron de conception, aux principes, etc., sont des choses qui sont à part, qui vont bien sûr venir s'y greffer, mais c'est des choses qui sont totalement indépendantes. Donc c'est bien de voir les choses de manière séparée parce que je fais des playlists sur YouTube,
Et après, bien sûr, c'est à vous de greffer certaines choses ou pas. Donc autant Java, vous aviez appris à programmer dans ce langage, donc on s'est concentré uniquement sur le langage et seulement le langage. Autant là, JavaFX nécessite de connaître le langage, c'est l'utilisation d'une bibliothèque, et on va pouvoir également écrire du code d'une manière bien spécifique, puisque nous mettrons en œuvre par la suite le patron d'architecture MVVM dans ce cours JavaFX. Voilà, au moins vous aurez vraiment un exemple pratique, et vous n'aurez pas comme ça trop de questions à vous poser là-dessus, et ce sera pratique en tout cas pour vous exercer, et surtout voir un cas concret de son utilisation, qui va au-delà un peu de cet aspect théorique, de cette vidéo théorique finalement faite en architecture. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et dans tous les cas, vous verrez ça, je vous ai dit, en cas réel, avec le cours JavaFX qui a déjà de toute façon démarré au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc vous pourrez un petit peu vous orienter vers celui-ci et de voir un peu comment que ça se passe. A bientôt!